de cette réunion de la mission d'information sur la santé périnatale et son organisation territoriale en l'absence de notre présidente Annick Jacquemet, qui est retenue par d'autres obligations, mais nous rejoindra en cours de réunion. Notre audition de cet après-midi porte sur l'information des femmes et du grand public en matière de santé périnatale, c'est-à-dire sur tous les sujets ayant trait à la grossesse, à l'accouchement, au postpartum, mais aussi aux soins des nourrissons. En tant que pédiatre, ce dernier sujet m'intéresse tout particulièrement. Nous avons été alertés lors de précédentes auditions sur la diffusion de conseils inadaptés sur les réseaux sociaux, s'agissant par exemple du bon couchage des nouveau-nés, essentiel dans la prévention de la mort subite du nourrisson. Nos auditions mettent en lumière une préoccupation générale sur la situation de la santé périnatale au regard des indicateurs de la mortalité néonatale, infantile ou maternelle, mais aussi de différents facteurs de risque liés à un âge maternel plus tardif, à une augmentation de la précarité, à une plus forte prévalence de l'obésité et à une santé mentale dégradée. Il nous a semblé intéressant dans ce contexte de nous intéresser aux connaissances du grand public en matière de santé périnatale, à la façon dont les femmes enceintes et globalement les parents s'informent sur ces sujets et au rôle que jouent les médias et les réseaux sociaux en la matière. Pour cela, nous entendons cet après-midi Anna Roy, sage-femme et chroniqueuse de la Maison des Maternelles, émission diffusée chaque matin sur France 2, Catherine Acou-Boisis, chef de service Société Grossesse au magazine Parents, René Grezard, journaliste et essayiste, et Zoé Varier, journaliste et productrice du podcast scientifique In Utero sur France Inter. Bienvenue à vous. Vous participez à la diffusion d'informations en matière de santé périnatale auprès du grand public. Vous nous direz comment vous concevez vos émissions et vos articles respectifs et choisissez les thèmes que vous traitez. Que traduisent-ils des questionnements des parents et futurs parents ? Nous avons le sentiment que les parents sont plus inquiets que par le passé quant à la grossesse et à la santé de leur bébé, qui font l'objet d'une surveillance accrue. Pour autant, nous assistons dans le même temps à un intérêt croissant pour une moindre médicalisation, pour un recours à un accouchement plus physiologique et pour des conseils moins médicaux, plus naturels et de bon sens, qui ne l'est pas toujours malheureusement. Quel regard portez-vous sur ce phénomène qui semble paradoxal ? Votre regard sur ce point nous sera très utile, mesdames Roy et Grezard, qui faites dans vos émissions ou productions régulièrement état de témoignages de femmes et tentez d'y répondre. Le sujet de la santé périnatale dépasse heureusement la seule cible des jeunes parents. Je pense ici notamment au podcast scientifique produit par Madame Varier. Vous nous direz quelles ont été vos motivations pour proposer ce contenu à France Inter, de quelle manière vous appréhendez la cible grand public qui est la vôtre, et quelles lacunes vous identifiez en matière de connaissances scientifiques et l'intérêt, selon vous, de proposer un contenu accessible en la matière. Vous nous direz chacune également comment vous sélectionnez, triez et vulgarisez les connaissances scientifiques et médicales à destination du grand public. Enfin, vous êtes toutes quatre présentes sur les réseaux sociaux. Quel regard portez-vous sur les conseils qui y sont diffusés, leur pertinence, leurs risques, mais aussi sur la pression sociale que peuvent subir les femmes sur leurs pratiques et leurs choix, en particulier lorsqu'elles sont confrontées à des visions idéalisées de la grossesse, de l'accouchement et de la parentalité. Alors qu'une femme sur 7 présente une dépression postpartum et que le suicide est désormais la première cause de décès des mères dans l'année qui suit l'accouchement, les problématiques de santé mentale vous semblent-elles suffisamment identifiées aujourd'hui ? Je vais vous laisser la parole sans attendre pour que vous puissiez présenter les principaux enjeux et éléments de réponse que vous avez pu identifier. Vous disposez, pour commencer, de quelques minutes chacune. Je passerai ensuite la parole à notre rapporteure, Véronique Guillotin, pour une première série de questions. Dans l'ordre. Hein ? Oui, c'est pas tout. Cette réunion est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et sera ensuite consultable en vidéo à la demande. Alors, moi, j'ai un peu peur de tomber à côté dans mon propos liminaire, mais je voulais rappeler l'importance de la vulgarisation médico-scientifique. Alors, non, je vais commencer par présenter, pardon. Je m'appelle Anna Roy, je suis sage-femme depuis une quinzaine d'années. J'ai été longtemps à l'hôpital, j'ai démissionné de l'hôpital il y a 2 ans, et maintenant, je suis dans une activité libérale dans le centre de Paris. Je suis donc chroniqueuse télé depuis 8 ans à la Maison des Maternelles, qui est une émission qui est diffusée sur France 2 tous les matins.
Je suis l'auteur d'une quinzaine de livres grand public autour des questions de santé et de périnatalité. Je suis aussi l'autrice de 2 podcasts, un produit par Europe 1 et un produit par Slate, qui concernent aussi la santé des femmes. Et après, j'ai plein d'autres activités d'enseignement en particulier. Et j'ai donc un compte Instagram aussi où il y a 246 000 abonnés. Mais je vous le dirai pourquoi, ce n'est pas mon principal intérêt. Moi, je voudrais rappeler, et ça me semble vraiment très important, à quel point l'information, la vulgarisation médico-scientifique est importante, à quel point c'est un enjeu de santé publique. Et presque, ça ne me paraît pas assez pris en compte par les pouvoirs publics. En fait, je pense que ça peut vraiment permettre de réduire la mortalité périnatale de façon très, très importante. Si elle est bien faite, et c'est tout l'enjeu, je pense, d'aujourd'hui, c'est de déterminer ce que c'est qu'une information bien faite. Pourquoi ? Pour plusieurs volets, et je le vois tous les jours dans ma pratique clinique, c'est que ça incite les femmes à consulter, alors qu'elles n'auraient pas consulté. Ça permet la détection précoce, ça promeut les dépistages et la vaccination, et il y a un mouvement qui est vraiment difficile en ce moment sur les vaccinations. Il y a une réduction des comportements à risque, la promotion de la salutogénèse, et j'en passe et des meilleurs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment important d'avoir une information bien faite. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que de toute façon, c'est une obligation déontologique, et même au-delà de déontologique de la part des professionnels de la santé. Dans le Code de la santé publique, il y a écrit qu'il faut encourager donc, nos patientes et nos patients au libre choix concernant les praticiens, les établissements de santé et les thérapeutiques. Et donc, il faut absolument que les patients soient eux-mêmes leurs propres médecins. Et donc, c'est un devoir des professionnels de la santé, ce qu'on fait tous les jours. Voilà. Mais plutôt que de continuer là-dessus, je voudrais vous donner 3 exemples qui me paraissent assez criants et qui disent à quel point ça peut être important. Le premier, c'est une patiente qui s'appelle Amira, qui a 32 ans, qui est enceinte de son premier enfant. Elle est enceinte de 8 mois. Et elle allume la maison des maternelles. Et ça fait 15 jours qu'elle se gratte sur tout le corps. Et puis, elle tombe sur mon tutoriel où je dis que ça peut être le signe d'une maladie hépatique qui s'appelle la cholestase gravidique. Elle se rend aux urgences. Il pose le rythme cardiaque fœtal, césarienne en urgence, cet enfant est rattrapé par un cheveu in extremis. Donc voilà comment ça peut... Mais des exemples comme ça, j'en ai des milliers. Je voudrais aussi vous parler de Sophie. Sophie, c'est une patiente qui est traitée depuis 2 mois pour une dépression du postpartum sévère, en ambulatoire. Et un matin, elle se sent hyper bien parce qu'elle a pris la décision de mettre fin à ses jours. Et donc, elle va vers un pont et elle se dit « Ah, je vais pouvoir sauter et être libérée de cette souffrance ». Et puis au dernier moment, elle me dit « Mais j'entends votre voix, Anna, qui dit « En fait, quand on a envie de mourir, on va aux urgences ». Et pareil, elle va aux urgences. Elle sera internée et elle ne mourra pas. Et enfin, je voudrais parler d'Hugo, d'un petit garçon de 8 ans. Sa mère lui a acheté un livre qui s'appelle « Tout sur les aides et les zizi » que j'ai écrit, que sa mère laisse traîner, et il le lit, et il va dire à sa maman, bah, écoute, moi, mon prof de tennis, ça fait 3 mois que je subis des attouchements réguliers à chaque fois que je vais au tennis. Bref, tout ça pour vous dire, des exemples comme ça, j'en ai des milliers, que cette information, pour moi, a beaucoup de sens. Alors évidemment, c'est l'essence de ma vie, de cette fonction que je me suis mise, mais elle a en tout cas beaucoup d'importance pour moi. Pardon, je suis désolée pour le micro, ouais. Je parle trop près. Mais voilà, en tout cas... Ça va ? Ouais. Et donc, voilà, des exemples comme ça. Donc, évidemment, ça me tient à cœur. Et je me dis que les pouvoirs publics ont quelque chose à faire sur cette information. Voilà. Donc, j'aimerais bien que ça débouche là-dessus. Pardon, ouais. Bonjour. Alors, moi, je m'appelle Renée Grezard. Je suis journaliste au Nouvel Obs. Et voilà, et j'ai écrit des livres. Voilà. Qu'est-ce qu'une bonne information ? Je crois que si je suis ici, c'est parce que, justement, j'ai écrit ces livres. Et des articles sur la parentalité, et plus précisément sur la maternité. Mais si je l'ai fait, c'est précisément parce que j'avais moi-même manqué d'informations. Et que cela s'est même avéré douloureux. Je vous parle donc aujourd'hui en tant que journaliste, certes, essayiste, mais il est important pour moi de situer que cette parole est aussi celle d'une mère qui a fait une dépression du postpartum en 2015, et qu'il y a donc quelque chose de forcément émouvant à être ici devant vous. Au sujet de la grossesse, quand en 2015 j'ai écrit « Enceinte, tout est possible », mon premier livre qui explorait les injonctions faites aux femmes pendant cette période, ce qui m'avait frappé, c'est combien on les infantilisait. Dans ce livre, j'ai essayé d'offrir des informations détaillées. Mon propos n'a jamais été de dire aux personnes enceintes « faites n'importe quoi et amusez-vous bien », mais plutôt « voici les informations dont on dispose actuellement et voici les risques que présente telle ou telle pratique ». Parce que les grossesses sont devenues surmédicalisées, on culpabilise les femmes, et beaucoup, dès qu'elles s'octroient une liberté, hors des nombreuses recommandations en vigueur. Mais les êtres humains ne sont pas des robots. Et ce qui transpire in fine dans cette rigidité est un message, à mon sens, terrible. C'est un message qui dit « les femmes sont de mauvaises mères dès la grossesse ». C'est pourquoi je crois que le sujet qui vous préoccupe aujourd'hui est un sujet profondément politique, éthique, philosophique. Quand j'ai interviewé le médecin féministe Martin Winkler et que je lui ai parlé du sentiment de transgression que je ressentais quand je commettais une incartade aux nombreuses recommandations en vigueur, il avait tiqué. Pour lui, ce mot précis, transgression, était symptomatique d'un rapport patient-médecin dysfonctionnel. Je le cite.
On est dans la transgression que si l'on pense que la parole médicale est sacrée. En tant que médecin, on est censé regarder les études, transmettre les informations, et une fois qu'on les a données, que la femme enceinte connaît les risques, on ne l'embête plus. Pourquoi ? Parce que c'est une adulte, pas un enfant. En ce qui concerne la grossesse, il me semble qu'une information sanitaire de qualité respecte donc les femmes et leur intelligence. Je suis personnellement convaincue que les infantiliser ne mène à rien de bon et que c'est en réalité contre-productif. Certains pays voisins l'ont compris et n'adoptent d'ailleurs pas du tout le même ton rigide envers les futures mères. Je suis convaincue aussi, trop d'interdits amènent fatalement à ne pas pouvoir les suivre. Une bonne information est donc pour moi une information détaillée et nuancée. J'en viens maintenant à la suite de ce qui se passe après un accouchement. Dans mon second livre, Choisir d'être mère, je raconte tout ce que j'aurais aimé qu'on me dise sur la parentalité avant de devenir mère. Je vous le dis comme je le pense, je suis très heureuse de l'avoir écrit ce livre. C'est une bonne expérience, mais il n'aurait jamais dû exister. Les informations que j'y donne sur le manque de sommeil, ses conséquences, le couple qui vacille à l'arrivée d'un enfant, les phobies d'impulsion, l'ennui mortel que l'on peut ressentir au parc, c'est très important d'en parler. Tout cela, pour moi, devrait être raconté à tous les futurs parents, pas seulement à celles et ceux qui ont eu vent d'un livre ou d'un bon compte Instagram comme celui d'Anna Roy. Une bonne information se partage au plus grand nombre. En 2017, j'avais interviewé Yvonne Knibiller, une historienne fabuleuse. Elle avait 95 ans et son cerveau était en ébullition. Elle m'avait dit « Si nous avons laissé nos filles croire que la maternité est un lieu de délices, c'est nous qui avons eu tort. Nous les avons mal élevées. » Et voici ce qu'elle proposait pour sortir des fantasmes de la parentalité. Une formation, je me permets de la citer. Cette formation pourrait commencer au moment où un couple a le désir d'enfanter. Il devrait alors recevoir un certain nombre d'informations. D'abord pendant la grossesse, avec des informations qui concerneraient surtout le développement du fœtus à l'accouchement. Le départ et le retour au travail pourraient être plus progressifs, de manière à ce que la femme ne soit pas coupée brutalement de son environnement. Il me semble aussi que le jeune couple qui vient d'avoir un enfant devrait être directement affecté à une crèche et qu'il pourrait, sur ce temps de formation, y avoir une obligation d'y aller un jour ou deux par semaine, ou encore 2 demi-journées, travailler bénévolement, pour voir ce qu'est un bébé, quels sont les problèmes qui se posent, les maladies auxquelles on doit faire face. Cette idée de travail bénévole permettrait aussi de faire baisser le prix de la crèche. Alors évidemment, cette idée peut faire débat, mais je la trouve intéressante, car si nous sommes tous et toutes des parents différemment, nous avons aussi toutes et toutes appris à le devenir. De la même manière que ce qui manque, je crois, cruellement aux parents, c'est le fameux village. Il faut tout un village pour y élever un enfant, c'est devenu impensif. Mais c'est vrai. Une part du mal-être des parents d'aujourd'hui vient du fait qu'ils sont très isolés. Quand on est toute la journée seul, avec un bébé qui pleure, sans parvenir à manger, à se doucher, en dette de sommeil, il y a de quoi sombrer. C'est pour ma part comme ça que je me suis mise à pleurer tous les jours, quand je me suis retrouvée toute seule, après la reprise du travail, du père de mon premier fils. Ce qu'il faut, c'est donc recréer des solidarités et que les informations circulent aussi entre pairs. Cela pourrait aussi s'organiser dès la maternité, ne serait-ce qu'en créant des convivialités, des groupes WhatsApp entre les personnes qui accouchent en même temps. Une bonne information existe en dehors des livres et des institutions. Elle se transmet entre pairs. Une information bonne, enfin, s'adresse à toutes et à tous. C'est pourquoi elle me semble prendre en compte, et sans jugement, toutes les spécificités, le handicap, les couples homoparentaux, les parents trans, etc. J'espère que cette mission permettra à toutes et tous de se sentir mieux, car l'enjeu est grand. Nous ne parlons pas que de mères, de pères et d'enfants, de leur bien-être et donc des adultes merveilleux. Nous parlons de nos enfants et donc des adultes merveilleux que nous aimerions qu'ils deviennent. Bonjour, je m'appelle Zoé Varier, je travaille à France Inter et je suis productrice de 2 podcasts. Un premier qui s'appelle In Utero et un deuxième qui vient de sortir qui s'appelle Naître. Le premier podcast s'intéresse évidemment à la vie intra-utérine et le deuxième à la naissance. Alors je suis un peu à côté certainement de vos questionnements ici, puisque mes podcasts ne sont pas spécifiquement pour les femmes enceintes. C'est un podcast grand public qui essaie d'être savant et accessible à tous. Donc déjà, je fais un pas de côté par rapport à ce qui a été dit avant. Dans In Utero, je me suis interrogée sur l'origine de la vie et je me suis attachée à rencontrer les plus grands chercheurs scientifiques du moment français qui travaillent sur la biologie du développement et l'embryon et le fœtus. J'ai rencontré des gens extraordinaires qui avaient une grande envie de partager au plus grand nombre ce qu'ils savaient. Et je pense que la vulgarisation est très importante. La vulgarisation scientifique, c'est un enjeu de santé publique, mais c'est aussi un enjeu de culture générale, et pas seulement de culture scientifique. Alors je ne sais pas si je dois préciser
tout ce que j'ai fait et tous les scientifiques que j'ai rencontrés et sur quel thème particulier nous avons parlé. Mais toute une partie du podcast, dans In Utero comme dans Naître, la première partie du podcast, j'ai interrogé des chercheurs sciences dures. Donc je suis dans la biologie du développement, je suis dans des choses comme ça, difficiles. Je tiens à dire que moi-même, je ne suis pas scientifique du tout. J'ai une formation littéraire, donc je ne comprenais rien. Donc ils ont été obligés de m'expliquer. Et c'est parce qu'ils ont été obligés de m'expliquer que j'ai pu, moi aussi, réexpliquer. Et ça me semble très important, c'est-à-dire c'est possible de comprendre, et c'est possible de comprendre ce qu'on sait aujourd'hui. On sait des choses fabuleuses. J'ai été émerveillée par ce que j'ai découvert de la vie intra-utérine, comme de ce que j'ai découvert autour de ce qu'on ne savait toujours pas sur la naissance. Parce qu'il y a encore des tas de choses qu'on ne sait pas. Et entre autres, j'ai rencontré une femme, une chercheure nobélisable, qui se demande pourquoi les femmes accouchent, qu'est-ce qui déclenche le travail. Et on s'interroge toujours sur ce qui déclenche précisément le travail des femmes. Voilà, ils sont 2 ou 3 à travailler en France sur cette question-là, et ça, on ne le sait pas, moi je l'ai découvert aussi. Je tiens à dire qu'il y a donc toute une partie des podcasts qui parle de sciences dures, et une autre, la deuxième partie, c'est plutôt les sciences sociales, où là, je rencontre des historiens, des psychanalystes, qu'est-ce que j'ai rencontré d'autre ? Des philosophes. Et là, je me suis interrogée sur des absences, entre autres, je me suis interrogée sur ce que disait la philosophie de la grossesse et du corps des femmes. Et là, j'ai compris qu'il y avait un impensé. J'ai aussi vu que, par exemple, le fœtus a été longtemps le grand absent des études historiques. Et je me suis interrogée pourquoi il était absent. Voilà, c'est un peu tout ce travail-là que j'ai fait. Et sur la naissance, de la même façon, j'ai travaillé avec des scientifiques et aussi avec des historiens. Et je pense à un homme que j'ai rencontré qui est le directeur de la maternité Cochin Port-Royal, qui s'appelle le docteur Goffinet, qui est un homme magnifique avec qui j'ai eu une très grande discussion sur l'éthique, sur quand est-ce qu'on réanime ou pas un prématuré, qui sont aussi des questions aujourd'hui très importantes, puisqu'on peut réanimer de plus en plus tôt et que la question du handicap est centrale. Monsieur Goffinet m'a parlé et m'a dit qu'aujourd'hui, à Port-Royal, on ne peut plus accompagner les femmes enceintes comme on le devrait. Voilà, qu'il n'a plus les moyens que le travail soit fait correctement. On parle de Cochin Port-Royal à Paris. Voilà. Après, je peux vous parler de plein d'autres choses, mais je pense que vous aurez des questions à me poser. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Catherine Acouboisiz, je suis journaliste au magazine Parents, je suis responsable du service Société et Grossesse. Je précise que je travaille depuis 20 ans sur les sujets parentalité dans le journalisme. Donc j'ai pu avoir une vision assez large de aussi comment cette information a pu changer, comment nous, médias, on a pu s'adapter. Le magazine Parents, c'est le magazine parental que tout le monde connaît, de référence. Il est édité depuis 1969. J'ai été rechercher la date pour vous exprès. C'est le leader de son secteur. Il est lu par 1 million de lecteurs. Dans mon métier, je co-réalise également un podcast dont le nom va peut-être faire sourire, qui s'appelle « Galère sa mère », mais je trouve que c'est assez éloquent. Chaque mois, on reçoit un expert sur une question liée à la parentalité et on essaye, un petit peu comme mes collègues, mes consoeurs l'ont dit très bien, de vulgariser au maximum, d'aller à la rencontre de ces experts que les femmes ne connaissent pas forcément et ne peuvent pas voir tous les jours ou leur parler avec autant de naturel que nous, on le fait. Je travaille aussi pour le site du magazine qui réunit quand même plus de 10 millions de visites, 1 million de followers sur Facebook, 165 000 sur Instagram. Donc voilà, on parlait des réseaux sociaux, nous on est en plein dedans tous les jours. Je suis ravie d'être auditionnée aujourd'hui sur cette question, d'autant que c'est pour nous un moment, une réflexion de tous les jours, de tous les instants au magazine Parents, de se dire comment on peut faire pour informer mieux ces jeunes parents. On se rend bien compte que ceux qui sont informés ne sont pas toujours ceux qui devraient l'être
il y a toujours un peu un souci là de cible. Hein. Ceux qui nous lisent ne sont pas ceux qui devraient nous lire. Donc comment on fait pour attraper les autres? Donc c'est pour ça qu'on multiplie nous les canaux, comme tous les médias. Hein. On fait des podcasts, on fait les réseaux, on est un peu partout. On a développé beaucoup de vidéos aussi parce qu'on se rend compte qu'il y a un lectorat qui préfère la vidéo, qui préfère ça. On a aussi développé des moments en présentiel, finalement pour aller à la rencontre directement des gens, ceux qui ne sont pas forcément lecteurs ou auditeurs ont envie aussi de s'informer, donc c'est des nouveaux temps et c'est des ateliers, on reçoit des experts comme Anna ou d'autres sur les sujets et on a directement les experts en face de nous pour leur poser nos questions. Voilà, alors pour répondre un peu aux préoccupations du jour, je dirais que nous, on a réussi à comprendre qu'il y avait deux choses qui intéressaient les lectrices et les lecteurs. C'est à la fois une caution expert dans ce qu'on raconte, ça c'est clairement une volonté, hein. Je pense que les lecteurs ont envie d'être sûrs de ce qu'ils lisent, et à la fois une caution testimoniale, c'est-à-dire du témoignage. On ne peut plus se contenter d'avoir juste le regard des experts, même s'il est évidemment crucial. Nous, les femmes et les hommes aussi, je les englobe, je pense qu'ils seraient d'accord, on a envie d'entendre des histoires comme celle de René ou d'autres, on a envie d'entendre du vrai, de l'authentique, donc ça c'est vraiment important, je pense. Pour être convaincu, en fait, il faut les deux. Ça suffit plus d'avoir des grands noms de la gynécologie, voilà, puisque ça a beaucoup changé ça en 20 ans. Hein. Je pense à ce qu'on lisait avant. Avant, c'était le Laurence Pernoud et globalement, hein, on avait le Friedman et le Pernoud et puis ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus expertes elles-mêmes et veulent chercher. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi, c'est que un petit peu, ça a été dit, mais je le redis, nous on cherche aussi à s'adresser à tous, aux parents, même si on a du mal à avoir des hommes qui nous lisent, il y en a quand même, aux coparents, parce qu'il faut aussi penser aux familles qui s'organisent complètement autrement, aux couples homo, aussi aux mamans solo, aux grands-parents. On a une nouvelle rubrique sur parents qui parle aux grands-parents, parce que les grands-parents, c'est aussi des acteurs forts de la parentalité aujourd'hui. Hein. Les femmes travaillant beaucoup plus, on fait appel à ces grands-parents qui sont plus ou moins OK pour venir garder les bébés. Mais voilà, c'est aussi des questions, parce qu'ils ont aussi, eux, leurs informations qui datent du Laurence Pernoud et qui, des fois, vont un peu percuter avec les informations que les mamans ont aujourd'hui sur les réseaux. Donc voilà, il y a ça. Il y a évidemment les parents qui sont confrontés au handicap et au deuil, qu'il ne faut pas oublier dans la cible, qui ont été longtemps oubliés, même par les parentaux. Je pense que je peux le dire. On fait très attention dans nos articles à ne pas véhiculer d'injonctions, parce que ça nous a été reproché maintes fois, de parler avec un ton péremptoire, d'être dans le vous. Aujourd'hui, on emploie le nous. On est toujours finalement là pour montrer ce qui existe, donner à voir des informations, mais surtout pas des injonctions. Voilà. Et les parents se saisissent eux-mêmes finalement de ce qui les intéresse. Là, on prépare un dossier par exemple sur les colères. Il est hors de question de dire voilà comment on va gérer les colères. Non, c'est voilà ce que les experts disent sur les colères, et après à vous de faire votre marché entre guillemets. Donc le ton est aussi volontairement déculpabilisant, parce que c'est vrai que c'est on y reviendra sûrement, mais c'est ce qui revient le plus sur les réseaux, c'est vraiment la culpabilité. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations que finalement, si on fait un choix, on est toujours coupable de ne pas avoir fait l'autre, puisqu'on nous donne à voir tous les choix possibles, alors qu'avant, il n'y en avait qu'un. Donc la culpabilité, c'est vraiment sur ça qu'on essaye de travailler. S'il y a peut-être, je ne sais pas si au Sénat on peut entendre ça, mais mettre de l'humour dans la façon d'informer, c'est vraiment important. Il n'y a rien de plus drôle qu'un sénateur. Voilà, super. Et ben en fait, mettre de l'humour, c'est aussi un moyen que nous, on essaye de développer beaucoup. On a des stand-up avec des humoristes. Pour qu'un magazine comme Parents fasse ça, c'est vraiment... Voilà, c'est le signe que le public a besoin de ça aussi pour se détendre, parce que c'est des sujets qui tendent les familles, enfin, c'est des vrais sujets de préoccupation graves, et donc il faut réussir à atteindre la cible différemment. Donc l'humour, ça peut être aussi une bonne manière de faire. Voilà, donc comme je l'ai dit, donc on essaye de mettre à dispo la parole des experts, on fait des grands entretiens. Tout ça, vous le savez certainement déjà. Voilà, il y a plein de choses qui existent dans le domaine de la parentalité, plein de bons plans pour faire garder les bébés, pour ceci, pour cela, mais le tout, c'est de trouver. Il y a de plus en plus de choses, et donc nous, on est là pour essayer d'aider.
Et on sent qu'on a vraiment un rôle important dans la grossesse des gens. Alors peut-être pas, je ne le ressens pas aussi fortement qu'Anna, qui elle est dans un cabinet et au contact direct avec des patientes. Mais c'est vrai qu'on sent que le suivi de grossesse qu'on peut faire sur Internet par des newsletters, finalement, vient remplacer peut-être, je dis bien peut-être, un suivi de grossesse qui n'est pas toujours à la hauteur des attentes des futures mamans. Je pense par exemple à tout ce qui est mots de la grossesse, qui est souvent balayé en consultation. On entend beaucoup ça dans les témoignages, pas par toutes, bien sûr, et pas par les sages-femmes. J'interviens, mais c'est juste parce qu'on manque beaucoup de temps. Oui. Non, mais en fait, oui, ça vient pallier au manque de temps que nous avons. Parce que moi, j'adorerais passer 1h30 avec chacune de mes patientes, ce que je fais plus ou moins, mais sans, du coup, pouvoir manger à la fin du mois. Tout à fait. Donc, il y a un manque de temps de la part des professionnels, mais aussi de certains, un manque de préoccupation. Moi, pour l'avoir vécu, je suis maman aussi de 3 enfants, puis je fais des témoignages quasiment tous les jours avec des parents. Souvent, les femmes ne sont pas écoutées en consultation chez le gynécologue, il faut bien être clair, c'est plus souvent chez le gynécologue que ça se passe. Voilà, on appelle ça de la bobologie, voilà, alors que les maux de la grossesse, c'est réellement quelque chose qui empêche parfois de travailler, de dormir, de s'alimenter. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important et qu'en tant que média, on essaye de faire. On a aussi développé un guide des maternités, je crois qu'il y aura une question par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il n'y a actuellement pas vraiment d'outils qui recensent finalement ces maternités avec les différents services, je mets des guillemets, mais avec tout ce qui peut intéresser les femmes dans le choix de la maternité, ça n'existe pas d'un point de vue officiel. Donc finalement, c'est les médias qui s'emparent de ce sujet-là. Il y a beaucoup aussi dans nos magazines et sur le site de sujets sur l'alimentation de la femme enceinte, qui est un sujet qui préoccupe énormément, où les femmes ont aussi manque d'informations. Là, on en a aussi parlé, mais beaucoup d'injonctions sur l'alimentation. On est perdu. Donc voilà, les femmes sont en demande de ça. Voilà, pour terminer, je dirais que, je ne sais pas si vous avez connu la naissance des forums, ça a été dans les années 2000 une explosion incroyable de femmes et de communautés qui se créent autour de la grossesse. Aujourd'hui, ça n'existe plus et je crois que les réseaux sociaux ont largement pris le relais parce qu'ils sont beaucoup diabolisés, ces réseaux sociaux, mais je pense qu'ils apportent quand même énormément de soutien au final aux femmes entre elles et à quelques pères. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Non, j'avais appuyé sur le mauvais bouton. Merci pour vos témoignages, effectivement, qui sont un peu disruptifs par rapport à toutes les auditions qu'on a eues depuis maintenant début mars. En tout cas complémentaires, à la fois disruptifs, mais je pense qu'ils apportent un éclairage important et peut-être, vous l'avez dit, insuffisamment utilisé en fait, pour le suivi de la maman et de son bébé. Excusez-moi, je peux vous poser une question? En quoi ils sont disruptifs? Ils sont disruptifs parce qu'on était sur des professionnels de santé purs, donc du coup on était effectivement sur des sujets beaucoup plus somatiques. On était sur des organisations territoriales, des choses bien plus... Voilà. Donc, effectivement, sur des associations. Là, c'était peut-être un peu plus sur ce chemin-là. Mais voilà, vous avez des profils. Aujourd'hui, nous entendons des profils particuliers. Et je crois que c'est à la fois important. J'ai pas mal de petites questions. Je vais essayer de les synthétiser. Ça va peut-être pas être simple. Je vais essayer de m'y astreindre. Alors... Quelque chose, déjà des questions générales à laquelle les unes ou les autres répondront de manière, voilà, comme vous le souhaitez. J'aurais une première question quand même, je vais la faire très courte. Vous avez évoqué souvent l'isolement aujourd'hui des mamans ou des familles, les problèmes de santé mentale, etc. Qu'est-ce que vous pensez du concept de la maison des 1000 jours? Ça va être une première question à laquelle je vous laisserai répondre. Ensuite, je vais vous rappeler le contexte en fait de cette mission. Donc, c'est une mission qui est née d'un rapport de l'Académie de médecine sur les maternités de moins de 1000 accouchements par an, qui préconisait, c'est un peu rapide ce que je dis, mais globalement, de dire que ces maternités de moins de 1000 accouchements par an devaient se regrouper et de ne plus, de garder que des plus grosses maternités. Ensuite, on a donc décidé de faire cette mission. On a entendu des professionnels
qui allait globalement à peu près dans le même sens, mais de manière un peu plus atténuée, qui mettait plus en avant les équipes sécuritaires, c'est-à-dire d'avoir des équipes stables de professionnels, gynéco, obstétriciens, pédiatres. On était toujours dans le monde de la sécurisation de l'accouchement. Ensuite, on a beaucoup entendu parler un deuxième versant, donc un peu plus ce que vous dites, c'est-à-dire sur l'entourage de la parturiente, le moment de l'accouchement et l'après-accouchement, avec le bien-être de la maman et son libre choix. Moi, j'aurais également une question à vous poser. Aucune d'entre vous n'a parlé du moment de l'accouchement, du lieu de l'accouchement, du choix de ces mamans. Donc en fait, est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez des retours? Est-ce que c'est un choix, la petite, la grande maternité? Quelle est, d'après toutes les expériences que vous avez, comment se fait le choix des mamans sur le lieu de l'accouchement? Est-ce que ce choix vous semble suffisamment éclairé? Est-ce que... comment on fait l'équilibre comment on explique l'équilibre entre la sécurité nécessaire et la proximité? Enfin voilà, donc pareil. Deuxième question, probablement assez large. Et en fait, pour Madame Roy, vous avez une double casquette, donc de chroniqueuse et également de professionnelle de santé. Comment vous appréhendez le déferlement d'informations, mais surtout les fausses informations et l'augmentation du nombre de contenus d'influenceuses qui véhiculent des concepts, des conseils, parfois faux, mais surtout quelquefois dangereux pour la santé des femmes? Et puis, Madame Guessard, vous avez évoqué la période du postpartum et de votre propre expérience, que vous présentez dans votre livre d'ailleurs. Pensez-vous que la préparation des femmes, pensez-vous que l'information et tout ce qui tourne autour du postpartum, autour de la santé mentale, de son appropriation par les professionnels ou l'entourage, est aujourd'hui suffisamment communiqué? Les femmes en sont-elles suffisamment informées? On vous laisse répondre. Vous pouvez chacune participer. Okay. Et, puis après, et peut-être le poids de la société, sur la charge mentale qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre société. D'accord. Je vais essayer de répondre dans l'ordre à ce que vous avez dit. Sur la question du choix, je trouve ça intéressant que vous demandiez si le choix est éclairé, parce que moi, à mon sens, il n'y a pas beaucoup de choix. C'est-à-dire que c'est même pas un défaut d'information, c'est un défaut de moyens. En fait, les femmes aujourd'hui, et Anna en parlera très bien, aimeraient avoir... tout le monde veut un bon accouchement. Ce qu'elles aimeraient, c'est un suivi de qualité, une sage-femme par femme. Et actuellement, en fait, ça n'est pas possible, puisqu'il y a des maternités qui ferment en permanence, que l'hôpital public est dans un état délétère. Donc, en fait... il n'y a pas de choix. Enfin, en général, on va un peu... on fait au mieux. Quand on a le choix, c'est qu'on en a les moyens. Et alors, moi, par exemple, j'ai accouché dans une maison de naissance et je mesure à quel point j'ai eu de la chance. En l'occurrence, j'ai été transférée parce que c'était compliqué. Mais le suivi que j'ai eu dans une maison de naissance, qui est un suivi exceptionnel, qui n'est pas donné à tout le monde, en plus financièrement, en fait, il devrait être accessible à toutes les femmes. Et en fait, il a fallu que j'aille dans une maison de naissance pour que j'aie ce suivi d'une sage-femme qui me suive pendant toute ma grossesse, qui soit là pendant mon accouchement. Voilà. Et ça, en fait, c'est aussi le choix de ne pas avoir de péridurale. Mais quelque part, en fait, il aurait fallu que je puisse avoir à ma disposition cette même qualité de suivi en faisant le choix d'une péridurale. C'est complètement anormal qu'il faille en passer par là quelque part pour avoir cette qualité de suivi. Ça, c'est la première chose. Sur les 1000 jours, je vais laisser Anna s'exprimer parce que je sais qu'on sera d'accord et qu'elle dira les choses beaucoup mieux que moi. Et voilà. Je vais compléter quand même ma question. Vous avez répondu en partie, mais je voudrais vous interroger en fait sur le non-choix alors que l'on a aujourd'hui. Et comment vous rendez l'équilibre, ou pensez-vous que les femmes sont aujourd'hui dans le contexte que l'on a? Effectivement, si on avait une sage-femme par femme, enfin les conditions idéales, je pense qu'on ne serait peut-être pas là d'ailleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, on est face à une difficulté dans notre pays et que d'autres pays ont rencontré. Effectivement, d'éloignement, de maternité, vous l'avez dit, qui ferment par défaut de professionnels, enfin des choses comme ça. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, s'il y avait une réflexion à avoir, est-ce que les femmes sont suffisamment éclairées pour faire, je redis le mot choix, mais je ferme une maternité où je regroupe des plateaux techniques, j'éloigne un peu de la distance pour plus de sécurité. Donc c'est la balance entre la sécurité d'un côté et la proximité. Est-ce que vous pensez que tout ça aujourd'hui sont des concepts qui sont suffisamment vulgarisés? Bien sûr que non, qui ne sont pas suffisamment vulgarisés. D'abord parce que c'est finalement assez récent et qu'en plus c'est inaudible pour la plupart des gens.
quand vous leur dites, pour des gens qui viennent de s'installer en ruralité et que vous leur expliquez qu'il va faire 1h30 de voiture, ils peuvent pas se satisfaire de ça. Alors je sais que moi je suis d'accord sur les constats. De fait, les maternités qui réalisent peu d'accouchements en termes de sécurité médicale n'offrent pas les garanties suffisantes, en particulier à cause des problèmes de personnel. C'est une réalité. Toutefois, les solutions à apporter à ça, et c'est là, moi, je diffère avec ce que j'ai pu entendre ailleurs, je pense qu'il faut garantir, mais pas seulement pour des histoires de sécurité médicale, mais aussi pour une histoire de faire vivre ces régions-là. Je pense que la maternité, c'est un peu, je sais pas comment dire, mais c'est un endroit vraiment très important dans ce que ça dit du territoire. Et donc moi, je pense qu'il faut vraiment se battre pour maintenir des maternités avec un bon niveau de sécurité. Et je pense que ça doit être une priorité, en particulier pour pas que ces régions-là se dépeuplent. Enfin, c'est pas seulement la maternité, c'est pas seulement un enjeu, voilà. Donc, est-ce que les femmes sont assez informées sur le choix, même quand elles ont le choix? La réponse est non. Et c'est d'ailleurs à l'origine de beaucoup de problèmes, parce qu'en fait, c'est exactement comme sur le choix d'un restaurant. Si vous avez envie de manger thaï et que vous vous retrouvez dans un restaurant de choucroute, vous avez toutes les raisons d'être très mécontent. C'est pareil pour la maternité. Il y a des femmes qui vont dans des maternités sans savoir ce qu'elles proposent et qui, du coup, après, sont furieuses, ont une dissonance entre ce qu'elles attendaient et ce qu'elles ont. Donc c'est hyper important, moi je le fais, d'essayer de leur faire comprendre qu'il y a des maternités labellisées IHAB, qu'il y en a d'autres qui sont de type 1, type 3, type 2, type 3. Et ça, c'est un point très important qui me semble de dire, c'est qu'en fait, à chacune son choix. Moi, je commence à en avoir un peu soupé d'entendre des gens dire « le mieux, c'est d'accoucher en maison de naissance, le mieux, c'est d'accoucher en type 3 ». En fait, à chaque femme, son choix. Il faut qu'elle ait les clés du choix et pour qu'elle puisse faire son choix. Après, malheureusement, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. C'est-à-dire que les conditions de travail dans les maternités, moi, j'avais lancé un mouvement qui était un hashtag « Je suis maltraitante » qui a une grande résonance dans la vie civile. Parce qu'en fait, oui, on a quand même un gros problème dans nos maternités et que si on continue comme ça, l'augmentation de la mortalité va être, je veux dire, on attend les catastrophes, quoi. Y compris, on le disait à Port-Royal, mais je pense que tous mes confrères, tous mes consoeurs seront d'accord pour ce que je dis, c'est que on joue avec la vie des gens, et quand on joue pas avec leur vie, avec leur santé physique, on joue avec leur santé psychique. Et en France, on a beaucoup de mal à prendre en compte la santé mentale comme faisant vraiment partie intégrante de la santé. C'est-à-dire que on sauve les corps, mais tant pis si les têtes sont foutues en l'air. Et ça, c'est quand même vraiment embêtant. Donc, bon, mais en fait, j'ai pas répondu à la question. Si je peux me permettre, j'ai un chiffre que je trouve intéressant, que je me permets de déposer. Dans le contexte de précarisation des maternités, depuis les années 70, fermées ou regroupées pour des raisons financières, elles sont 3 fois moins nombreuses, à peu près autant de naissances en fait depuis les années 70. Donc il faut s'imaginer qu'on a le même nombre de naissances et qu'on a 3 fois moins de maternités. Et donc évidemment que ça s'est fait aux dépens des femmes et des bébés, quoi. Donc il y a quand même ce préliminaire sur la question du choix, de dire voilà le contexte dans lequel on est en fait. Oui, là on m'entend. En fait, je me souviens d'un témoignage et ça me fait penser au débat qu'on a actuellement. Un couple qui attendait son 2e enfant m'a confié choisir sa région pour déménager en fait en fonction d'une adresse de maison de naissance, parce que eux faisaient partie des très informés et de ceux qui avaient envie de ça, parce que comme dit Anna, tout le monde n'en a pas envie, mais avaient envie de cette maison de naissance. Donc ils ont été là où il y avait la maison de naissance. Donc on en arrive quand même à une situation qui est un peu folle. C'est comme la carte scolaire, quoi, à la fin. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Avant de laisser la parole à mes collègues qui ont sûrement des questions, moi j'ai plusieurs réflexions. Je me demande si le problème de fond, c'est pas l'isolement. Moi, comme pédiatre, j'ai quand même constaté que les parents sont isolés. Et on ne parle pas de la grossesse avant d'être enceinte. On n'en parle pas, à mon avis, suffisamment en amont. Donc ça, c'est une première question. Mais ensuite, pour Madame Vanier, comment votre antenne France Inter a-t-elle accueilli vos projets de podcast? Est-ce que ça a été facile à faire passer? Est-ce que vous avez eu des difficultés à le mettre en route ou à convaincre vos... Pas du tout. Et je suis très content. Je pense qu'ils auraient été encore plus contents si j'avais été sur la parentalité. Mais je trouvais qu'il y avait justement déjà beaucoup de support et beaucoup d'informations sur la parentalité. C'est pour ça que je me suis mise un peu de côté et que j'ai choisi d'être sur les chercheurs scientifiques et les dernières découvertes scientifiques. Au contraire, il y a une grande attente et une grande envie à France Inter. Sur ce podcast, il y avait beaucoup de désirs. Oui, non, j'ai été entendue
sans difficulté. Pardon. Je voudrais juste dire qu'en presse écrite, en radio, je pense qu'il n'y a pas de problème. En revanche, moi, j'ai constaté qu'en télé, c'était compliqué. Toi, tu as la maison des maternelles qui est là, donc ça contredit ce que je dis. Mais plusieurs fois, il y a des journalistes télé qui sont venus me voir en me disant qu'il faut absolument qu'on fasse un reportage, un documentaire sur les difficultés de la parentalité. Et en fait, ils se cognaient à des producteurs qui, je suis désolée de le dire, sont souvent des hommes dont ce n'est pas le sujet et qui considèrent que c'est des sujets de bonnes femmes. Et plusieurs fois, en fait, on m'a dit, j'arrive pas à faire passer ces sujets, c'est trop compliqué. Je sais pas ce que tu en penses, Anna, mais... Sur les documentaires, je suis d'accord, mais après, moi, je voudrais saluer mon émission, La Maison des Maternelles. C'est pas parce que je travaille pour eux, je l'écoutais bien avant. Je trouve que c'est une émission remarquable, et pour le coup, je pense que si les gens sont aussi me reconnaissent autant, pleurent et tout dans mes bras partout, c'est à cause de cette émission qui est vraiment un point très important pour les parents, où il y a une pluralité de personnes qui s'expriment et qui est vraiment un soutien. D'ailleurs, moi, je trouve ça un peu tragique, c'est que souvent, quand je vois les gens, on me dit « Mais vous savez, Anna, ça a été toute ma vie, la maison des maternelles, ça a remplacé le suivi médical. » Enfin, donc c'est un peu tragique, parce qu'en fait, ça occupe une place que ça ne devrait pas occuper, mais en tout cas, en télé, il y a quand même la maison des maternelles qui est, je trouve, avec beaucoup de manque d'objectivité, une très belle émission de service public. Pour Madame Varier, est-ce que vous pensez que le côté scientifique, justement, est suffisamment abordé lorsqu'on cherche à vulgariser, finalement, comme vous l'avez fait? Est-ce que vous parliez du fœtus qui n'a jamais été étudié sur le plan physiologique? Non, il a été étudié, mais on est en train Je continue, parce que j'ai d'autres... interrogation. Moi, ce qui m'a frappé dans mon exercice de pédiatre, parce que j'ai pu réanimer des bébés jusqu'à 24 semaines. Enfin bon, c'était. On n'a pas. Comment arriver à faire comprendre aux parents que ça peut mal se passer, qu'il peut y avoir quelque chose, et qu'en même temps on puisse sauver leur bébé. En amont, est-ce qu'on doit informer de la physiologie ou de la pathologie de la grossesse, puisque vous rentrez dans des sujets scientifiques? Et comment arriver à toucher tous les publics? Parce que moi, quand je faisais une visite médicale en maternité, sur 15 femmes, il y en avait 2 qui ne savaient pas lire. Je suis peut-être dans une zone un peu défavorisée, mais néanmoins, comment est-ce qu'on arrive à toucher autrement que par TikTok ou des réseaux sociaux ces parents qui pourraient être confrontés à des difficultés, comme tout le monde? C'est pas, voilà, quel est votre... Je ne sais pas si je suis compétente pour répondre à cette question. Tout ce que je peux dire, c'est que par exemple à Cochin, à la maternité Cochin-Port-Royal, ils ont mis à place tout un protocole pour accompagner les parents en cas d'extrême prématurité. Et justement, on informe les parents des risques et de ce que ça veut dire. Ça a été mis en place. Et ça, justement, pour reparler du docteur Goffinet, du professeur Goffinet, il a beaucoup travaillé sur cet aspect-là, de l'information aux parents. Mais avant de donner une information aux parents, il faut déjà, et vous le savez, puisque vous êtes pédiatre, il faut déjà que tous les soignants soient d'accord avec la décision à prendre. Et là, en fait, ce qu'on voit, mais là, je parle d'un cas très précis sur l'extrême prématurité, on voit que c'est les rapports de chacun au handicap qui est en jeu. Et qu'en fonction des territoires et du rapport du médecin de garde ce jour-là sur le handicap, un enfant va être réanimé ou pas. Et ça, je sais qu'il y a un gros travail de recherche et de protocole, justement, pour uniformiser pour être d'accord sur l'information qu'on va donner aux parents, pour qu'ils sachent quel risque il y a quand il y a extrême prématurité. Mais là, je suis dans un cas particulier. Et après... Je ne suis pas compétente pour répondre à vos autres questions. Anna, bien plus. Moi, je pense qu'il faut, quand on informe, il ne faut jamais mentir. Je pense que c'est la clé de l'information. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'aborder la mort fœtale in utero, les pathologies qui peuvent être extrêmement graves. Parce qu'à partir du moment où vous mentez aux gens, ils le sentent et ils ne vous font plus confiance. Donc, il faut, moi, je parle de mort fœtale, je parle de diabète. Parce que, par exemple, on se dit, il faut se méfier du diabète gestationnel, il faut se méfier du diabète gestationnel. Si vous dites ça aux gens, ils disent, oh, qu'est-ce qu'ils nous font chier avec notre poids, etc. Par contre, si vous leur dites, en fait, le diabète gestationnel, le risque, c'est la mort fœtale in utero, alors ils reçoivent l'information et ils disent, ah, d'accord, c'était ça le risque. Donc, je pense qu'il faut informer des risques de façon telle qu'on les connaît, en tout cas. J'y vais. Voilà,
Je voulais juste dire que je pense que là, on est arrivé à un tel degré d'information pour le grand public. De toute façon, il y a tellement de sources d'information, les gens sont tellement plus informés qu'avant qu'on ne peut plus faire comme s'ils ne l'étaient pas, en fait. Il y a vraiment, je pense, un changement sociétal important à ce niveau-là. Donc la relation médecin-patient ou sage-femme-patient a tellement changé que de toute façon, on est obligé, entre guillemets, d'expliquer et de faire confiance aussi aux gens, puisqu'ils sont quand même tous, a priori, capables de comprendre, même s'ils ne savent pas lire en français. Il y a des façons de traduire et d'expliquer. Et en fait, chacun maintenant a son mot à dire par rapport à sa santé, par rapport à la façon dont les femmes vivent leur grossesse et leur accouchement. On ne peut plus revenir en arrière. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu ce fantasme de la part des professionnels de santé de se dire « bon, elles vont nous écouter ». C'est gênant en fait quand les femmes ont beaucoup d'informations, alors que finalement, plus elles en ont et mieux c'est. Donc je crois qu'il faut y aller à fond. Oui, ce que pardon, Pardon. Excusez-moi, je voulais juste ajouter que quand vous disiez autrement que sur TikTok, moi je trouve cette phrase intéressante quand vous dites comment elles peuvent s'informer autrement que sur TikTok, parce qu'en fait, quand c'est bien fait, il n'y a pas de problème à ce que ça soit sur TikTok. Et je pense qu'il y a vraiment un truc à jouer du côté d'un message effectivement public, sanitaire, qui soit présent là où les gens vont chercher leurs informations. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un truc dont on parle très peu aux parents et qui est pourtant quelque chose de très simple, c'est les phobies d'impulsion. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, je peux vous expliquer. On appelle ça des pensées intrusives. La phobie d'impulsion, voilà, c'est on s'imagine mettre un coup de couteau à son bébé, le jeter par la fenêtre. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde voit, tout le monde l'a vécu, tout le monde l'a ressenti dans la joie et la bonne humeur. Ce truc-là, c'est connu. Il y a vraiment une majorité de parents qui vont le ressentir. En Suède, les parents ont des fascicules qui leur sont donnés où on leur dit vous allez avoir des pensées intrusives, des phobies d'impulsion. En France, ça n'existe pas. Et en fait, quand ça arrive, les gens se prennent pour des monstres. Et moi, je pense qu'il y a des choses à jouer pour dire que tout ça existe, que c'est normal. Et il y a une mythification de la parentalité, du rôle de mère en particulier. Une toute petite parenthèse, on parle beaucoup des mères et des enfants. Moi, je trouve ça hyper important qu'on s'adresse à tout le monde parce que les coparents sont très importants, même au moment de l'accouchement. Ça n'est pas du tout des moments qui sont où seules les femmes doivent être informées. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a vraiment des manières d'informer tout le monde et sur les choses les plus difficiles, parce que pour l'instant, le problème, c'est qu'on est dans des images encore aujourd'hui, même si ça a beaucoup changé. Moi, j'ai 2 enfants. Il y en a un qui a 9 ans, le petit, il a 19 mois. Je vois bien que c'est vraiment plus le même monde, en fait, aujourd'hui. Enfin, les informations négatives circulent. Un compte comme celui d'Anna Roy, moi, je l'avais pas. Même parents.fr, ils n'étaient pas sur Instagram. Donc, il y a une accessibilité aujourd'hui qui est vraiment bien répandue, mais il y a encore des gens qui tombent de leur chaise, et quand je dis de leur chaise, c'est une chaise de 3 mètres de haut, quoi. Donc voilà. Je voudrais rajouter quelque chose sur la santé mentale. Il se trouve que j'ai rencontré un psychiatre qui est chercheur en neurosciences et qui a travaillé sur le cerveau maternel. Et c'est très intéressant parce que grâce à l'évolution de l'imagerie, aujourd'hui les neurosciences peuvent s'emparer du cerveau maternel et voir ce qui s'y passe pendant la grossesse, après l'accouchement. Pas pendant l'accouchement, mais après l'accouchement. Et j'ai été très intéressée par ce qui était dit sur les changements qui opèrent dans le cerveau, c'est-à-dire le rétrécissement du cerveau, des tas de choses très étonnantes dont j'avais jamais entendu parler. Mais surtout, c'est un discours très déculpabilisant pour les femmes. Et ce qu'elles pourraient ressentir, le manque de concentration, des choses comme ça. Je pense qu'il faudrait aussi informer des progrès de la neuroscience sur ce qu'on a appris sur le cerveau maternel. Parce que là, il y a vraiment des progrès extraordinaires qui vont permettre aux femmes de comprendre ce qui leur arrive et de comprendre ce qui se passe dans leur tête. Parce que là, il y a des choses, voilà, on sait des choses aujourd'hui, c'est tout nouveau. Ça, par exemple, il y a une mission d'information sur la neuroscience, sur les progrès de la neuroscience sur le cerveau maternel. Ça, j'en suis sûre. Ça, faudrait vraiment informer là-dessus. C'est vrai, hein, ça a complètement changé la perception qu'on avait du cerveau de la mère. Et bon, je ne vais pas vous raconter ce qu'on m'a dit, mais c'est dingue. C'est incroyable ce qui se passe dans notre cerveau quand même. Et tout ce qui se passe sur tout ce temps de latence pour que le cerveau comprenne, acquiert, enfin, je ne sais pas comment dire, qu'à l'intérieur de lui change sa perception de l'intérieur du corps pour qu'il prenne en compte la présence du fœtus. Et c'est ce décalage-là qui peut expliquer pas mal de pathologies.
Et ça, quand on sait ça, je trouve que si les femmes savaient ça, que le temps que le cerveau s'adapte à cette nouvelle situation dans son corps et puisse la comprendre, cette situation, ça explique beaucoup de choses. De la même façon qu'après l'accouchement, le cerveau va encore mettre du temps à se réadapter à cette nouvelle situation. Et c'est cet écart, ce temps de latence qui peut aussi expliquer des dépressions postpartum et des choses comme ça. Donc là, je pense que là, il y a des choses nouvelles à dire. Il y a des gens pour ça. Un nouveau sujet de podcast pour vous? Non, c'est dedans. C'est dedans. C'est dedans. C'est dans celui sur la naissance. C'est dedans. Alors, je vais saluer l'arrivée de la présidente, Madame Jacquemet, et Monsieur Joly avait une question. Annie aussi ou pas? Je pense que vous avez plusieurs questions, donc on va aborder les questions de mes collègues, si vous voulez, qui sont passionnés autant que nous par vos interventions. Je commence alors. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Désolée pour mon retard. J'arrive juste, et je vous ai entendu, Madame Grezard, dire, alors peut-être que vous l'avez expliqué avant, je suis désolée, comme je prends en route, je vous ai entendu dire, il y a un monde entre mes deux enfants, un de 9 ans et l'autre de 19 mois. Quel est ce monde? Comment ça a évolué en 7 ans finalement? Et pourquoi est-ce que c'est tellement différent entre il y a 9 ans et il y a 19 mois? Merci pour cette question. Quand j'ai accouché il y a 9 ans d'Ulysse, il y avait très peu d'informations qui circulaient. Je pense que le mouvement féministe, la 4e vague du féministe, est aussi passé par la maternité, ce qu'on appelle le mater-féminisme, et que les femmes, en fait, se sont mises à parler, et elles se sont mises à parler sur tout, et peut-être qu'on les a mieux entendues aussi. Quand moi j'ai accouché, je suis tombée des nues. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. C'est-à-dire que j'avais fantasmé un enfant à qui j'allais faire des gâteaux pour son anniversaire, lui faire l'avion, et j'ai découvert ce que ça voulait dire que d'être parent. C'était un chaos qui était à la fois physique parce que ça mange ses journées un enfant, et puis aussi psychique parce que moi, je suis persuadée qu'on devrait recommander à tous les gens qui vont faire un enfant de faire une thérapie avant. Parce que quand on devient parent, on tombe sur ses propres parents, on tombe sur l'enfant qu'on a été. Enfin, c'est en fait très dense, c'est psychologiquement, c'est pas rien. Donc voilà, et donc il n'y avait pas beaucoup d'informations à ce moment-là. C'est pour ça que moi j'ai fait mon livre d'ailleurs, et sur la grossesse, et puis ensuite choisir d'être mère. Et en fait, en devenant mère de mon petit garçon, Orso, j'ai été sidérée par effectivement le nombre d'informations qu'il y avait. Alors, la multiplication des informations sur la parentalité, elle existe depuis longtemps. Les chercheurs, je vais éviter de vous citer les sociologues que j'avais notés sur ce sujet, qui racontent très bien comment l'enfant est devenu une valeur sociale au XXe siècle, et du coup, en fait, on l'a beaucoup investi en termes de... Voilà. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est très documenté. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à ma disposition, j'avais désormais des comptes Instagram excellents. Celui d'Anna en fait partie. Bliss, qui est le podcast de Clémentine, est super. J'avais des voix de femmes qui me parlaient, qui me racontaient leur expérience. J'avais donc des experts qui me racontaient des choses, et voilà, et c'était complètement différent. Et il y avait aussi, je pense qu'il y a aussi un business qui s'est mis en place autour de la grossesse, de l'accouchement. Et moi, je viens d'un milieu qui est un milieu de classe moyenne sup, on va dire, et j'ai pu accéder à des choses qui n'étaient pas envisageables à l'époque. Notamment, je me suis préparée à mon accouchement par l'hypnose, avec une formation qui était super, d'une fille qui s'appelle Manon Galinier. Ça m'a été utile et c'était c'était super, mais souvent je regrette qu'elle soit pas remboursée par la sécurité sociale, parce qu'en fait ce qu'elle fait pourrait être utile à plein de gens, et c'est un peu dommage que ça ne profite qu'à des femmes comme moi qui sont informées, voilà. Et elle est sur Instagram aussi, elle a son compte où elle donne des informations. Enfin, en fait vraiment ça n'a rien à voir, quoi. C'est complètement différent. Voilà. Mais il y a encore plein de choses à faire. Je veux dire, c'est pas du tout... notamment, je pense qu'il y a des choses à faire sur les informations fausses qui circulent, sur... Il y a encore, moi je suis toujours ulcérée quand je vois quelqu'un commenter sous Facebook après la naissance d'un enfant que du bonheur. Je trouve que cette phrase devrait être punie par la loi, parce que ce n'est pas vrai que ça n'est que du bonheur. Un enfant, c'est beaucoup de bonheur et des difficultés aussi. Et en fait, moi ce que je constate et qui me fait penser qu'il y a des informations qui manquent, c'est que là on parle de parents qui s'informent entre parents, qui ont des canaux d'information, mais les gens les moins informés à mon sens aussi sur la parentalité, c'est les gens qui n'ont pas d'enfants, qui ne sont pas encore dans ces cercles-là.
et les gens qui ne veulent pas d'enfants aussi. Et je pense que l'isolation dont on parlait, l'isolement, pardon, je suis désolée, l'isolation, voilà, on est des murs. L'isolement dont on parlait tout à l'heure, il vient aussi du fait qu'une partie de la population ne comprend pas ce que ça veut dire que d'avoir un enfant. Moi, j'ai des amis à moi, très proches, je sens qu'ils ne comprennent pas la réalité de ce que c'est qu'un bébé qui pleure toutes les nuits. Et alors, il y a une réalité à laquelle ils pourront jamais accéder, parce que tant qu'on n'est pas passé par là, on peut pas savoir ce que c'est. Mais il y a quand même une réalité qu'il faudrait que... Enfin, si les gens la comprenaient, par exemple, ils comprendraient qu'on n'offre pas des doudous à un bébé qui vient de naître. On offre des lasagnes à une mère qui vient d'accoucher. On lui offre de la nourriture. On lui offre des jours de garde. On lui offre, en fait, un soin de l'entourage. Et je pense que l'information, il faut qu'elle irradie pas les futurs parents et les parents, mais aussi les gens qui ne le sont pas et qui peuvent être ce village pour les gens qui sont dans un contexte d'isolement. Si je peux juste ajouter une chose à la réponse de René par rapport à votre question, parce que moi aussi j'ai les deux âges et j'ai cette expérience sur 20 ans d'information parentale. Et en fait, ce qui pour moi a changé, c'est que quand j'ai démarré dans ce métier, je disais que je travaillais pour la presse spécialisée. Aujourd'hui, je suis responsable du service société du magazine Parents et tous les articles que je fais sont aussi dans Le Monde, sont aussi dans Libération, sont partout, parce qu'il y a vraiment cette question de la parentalité est devenue vraiment prégnante, quoi. Elle est passée dans la rubrique société en termes de médias. Je trouve que c'est très fort de se dire ça. Voilà, c'était juste pour ajouter ça. Et juste, moi, je voudrais ajouter quelque chose qui est assez fou, c'est que quand parce que moi, je dis ce que je dis sur le postpartum, sur le suicide, surtout depuis que j'ai commencé, c'est-à-dire depuis il y a 13 ans. Mais les journalistes, je suis désolée, hein, là, s'en fichaient complètement. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je racontais n'avait aucune importance. Et je me rappellerai toute ma vie de cette journaliste du Figaro à qui je rends vraiment hommage aujourd'hui, parce que c'est la seule qui avait compris l'isolement urbain ordinaire, le suicide, tout ça, elle avait compris. Et ça a été la seule. Et ça, c'était en 2014, donc c'était à la fois il n'y a pas longtemps et à la fois 1000 ans, quoi. C'était il y a 10 ans. Et c'est vrai que c'est assez fou. Et donc je pense que quel que soit son bord politique, il faut comprendre vraiment que ces vagues de féminisme ont permis de comprendre que les femmes avaient des choses à dire et que ces choses-là étaient intéressantes. Donc pour moi, c'est vraiment les vagues de féministes successives qui ont permis. Et moi, avant, on me prenait vraiment pour une espèce de semi-débile en blouse rose qui faisait arreux avec les bébés. Si, je vous assure, dans la société civile, quand je suis arrivée chez les éditeurs, dans les médias, une sage-femme, c'était vraiment ça. Il y avait une vision. Vous êtes pédiatre, donc vous connaissiez les sages-femmes, mais je vous assure, dans la société civile, c'était terrible. Et en 10 ans, le monde a changé, oui, vraiment. Comme tous les sujets qui ont attrait à la vie intime, en fait, qui étaient relégués aux rayons, aux rubriques... ou à l'hyperspécialisation, c'est-à-dire à des... ou le magazine spécialisé, ou la rubrique féminin, mais en tout cas, voilà, ça ne faisait pas partie des sujets sérieux et des sujets importants, alors que c'est tout le contraire. Sage-femme et puéricultrice, donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que ce que vous décriviez, c'était peut-être aussi le fait que l'enfant qu'on a, le premier enfant qu'on a, c'est souvent le premier qu'on voit de sa vie, le premier nouveau-né qu'on a. C'est bien souvent la situation de nombreux parents. Mon collègue Patrice Joly voulait vous poser une question. Annie aussi. C'est Annie dans l'ordre, donc j'avais compris que c'était... D'accord. Annie. Moi, je voulais revenir, merci pour votre travail sur tout cet environnement de la maternité et de la paternité. C'est vrai que ça fait plaisir, et de la parentalité. Je voulais revenir sur ce qu'on a appelé disruptif tout à l'heure, ou la manière dont je l'ai compris, entre la rupture sur le suivi et l'accompagnement qui peut se faire en maternité, avant et après la grossesse, et puis ceux qu'on nous a presque convaincus que, lors des précédentes auditions, que finalement, en tant qu'élus, défendant parfois des petites maternités, nous sommes des irresponsables parce que finalement, l'acte d'accouchement qui nous arrive moins de 2 fois dans notre vie, donc finalement, c'est pas très important. La sécurité physique est beaucoup plus importante que tout le reste. Donc, je voulais savoir si dans votre témoignage, vous aviez, et dans votre travail, vous aviez des éléments là-dessus. Parce que je ne sais pas si c'est quelque chose qui est partagé, mais est-ce que vous pouvez revenir là-dessus de manière un peu plus précise ? Parce que c'est aussi au cœur de nos préoccupations c'est la question que de cette mission. Je pense que pour y répondre, peut-être, est-ce que déjà vous avez... ces sujets-là sont des sujets abordés
par le biais de l'éclairage également. C'est important, je veux dire, on peut comprendre d'après ce que vous avez dit, et je crois que c'est vrai, une fois que les gens sont informés et au courant à la fois des avantages, des inconvénients, des risques, et les gens sont libres et je pense capables d'avoir un choix que l'on dit éclairé. Est-ce que ce débat-là, ces sujets-là, c'est... Comment ? Oui, mais c'est la question. Est-ce que ces sujets-là sont des sujets auxquels que vous partagez dans vos émissions différentes, vos podcasts, etc. Et quels sont à la fois les retours que vous percevez dans ce grand débat qui nous fait face aujourd'hui ? Parce qu'on est sur quand même aujourd'hui un débat qui arrive, qui nous arrive. Donc, il est effectivement un débat d'experts, de médecins, de parturientes, etc. Mais vous, puisque vous êtes sur ces débats sociétal, comment vous l'envisagez ? Est-ce que vous l'avez pris à bras-le-corps ? Et quels sont, selon vous, les retours que vous entendez et la position, peut-être, globalement, de la population ? Je sais pas, je crois que ça a été déjà dit, mais je crois que c'est un débat théorique, parce que les femmes n'ont pas vraiment le choix, à part dans les grandes villes, quand elles font partie d'une population favorisée, elles peuvent choisir une maternité en fonction des critères, et donc un type d'accouchement. Mais je crois que les autres, elles prennent ce qu'elles trouvent, et à part une infime, je ne sais plus le pourcentage de femmes qui accouchent à domicile, mais c'est infime, hein. À part celles qui font ce choix-là, elles n'ont pas vraiment la possibilité. Alors, c'est un débat qui existe. Est-ce qu'on accouche avec péri, sans péri ? Nous, sur Internet, souvent, on va lancer des sondages, on fait des grands sujets, etc. Mais en vérité, on fait ce qu'on peut. Pareil pour l'allaitement. Est-ce qu'on va allaiter ? Est-ce qu'on ne va pas allaiter ? Même si on a envie d'allaiter, si on tombe dans une maternité où les sages-femmes n'ont absolument pas le temps de s'occuper de ça, ou qu'on tombe sur une maternité où c'est pas favorisé, ça ne marchera pas. Donc je crois qu'il y a, oui, un débat dans la société, mais derrière, c'est surtout la loterie, quoi. Enfin, je ne sais pas ce que Anna dira, mais... Moi, sur la fermeture des petites maternités, parce que c'est le sujet, moi, je peux vous dire et je peux vous témoigner du grand, immense désarroi des populations de ces territoires-là, et qui n'est pas un désarroi qui est fin. Je pense vraiment... moi, je suis d'accord avec les constats du professeur Ville, et je vais choquer beaucoup de gens en disant ça. Moi, je suis d'accord avec ces constats. Mais je pense que, et c'est là où on n'est pas d'accord, je pense que faire des hôtels où on va mettre les femmes avant donc le dernier mois, en attendant qu'elles accouchent ou en attendant qu'elles soient déclenchées, pour le coup, pour moi, ça c'est vraiment désastreux. Et le coût psychique de ce type de prise en charge va être monstrueux et énorme. Déraciner les femmes dans ce moment-là de leur famille, de leurs environnements, ce n'est pas possible. Donc je pense qu'il y a un choix politique qui est de dire, OK, maintenir ces maternités dans un niveau de sécurité va être un enjeu financier très important, mais en fait je pense que ça va coûter très très cher, mais je pense que c'est très très bien que ça coûte très cher, et qu'en fait on fera des économies parce qu'il y aura moins de dépression du postpartum, parce qu'il y aura moins d'états de stress post-traumatique, etc. Et je pense que si on met l'argent, alors on peut faire venir des gens dans n'importe quel territoire, et y compris des gens stables, de façon stable. Moi je pense que cette histoire des petites maternités est un enjeu vraiment important. Mais en tout cas, se dire qu'on va faire des grands hôtels, on va mettre les femmes enceintes, aïe, 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 là on va droit à la catastrophe. Hein. Et les gens ont raison quand ils disent, mais qu'ils sont en colère. Enfin, il y a des gens vraiment très en colère, mais la colère, je la comprends, je l'entends. Hein. Non, il faut trouver une solution, on ne peut pas faire ça. Là, c'est des questions d'humanité, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas mettre les gens dans des hôtels en attendant qu'elles mettent bas, ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. La naissance, c'est un événement familial, intime, privé. Ce n'est pas possible. Comment ? Non, mais c'est pas possible. C'est pas sérieux. Ah si, il en est question. Hein. C'est une exception selon les territoires. Oui, c'est bien vrai, sûr. c'est ça. Il y a beaucoup bien d'endroits. Il y a des endroits. Oui, c'est ce qu'on propose. On ne pense pas fermer nos maternités de taille moyenne petite, en dessous de 1000, c'est pas possible. Il n'en est pas question. C'est ce que préconise l'Académie de médecine, mais je pense qu'il y aura une adaptation forcément au territoire et les élus... Et moi, je dis attention, parce que ça, c'est faire le lit du développement de pratiques d'accouchement non assisté, ce qu'on appelle l'ANA, c'est faire le lit d'accouchement, de pratiques d'accouchement à domicile fait n'importe comment. Et donc, il y a vraiment, ça me paraît vraiment pas intelligent, quoi. Vraiment pas du tout. La question, c'est les effectifs. Moi, dans ma maternité, j'étais seule pendant 20 ans comme pédiatre, et 2 pendant 10 ans de plus, on nous demanderait 7 pédiatres.
Il y a des choses qui sont réalistes, d'autres qui le sont moins, en sachant que les vocations n'y sont plus, quel que soit l'argent qu'on met dessus. Il va falloir trouver des solutions. Donc, ensemble, trouvons des solutions. C'est le sens de nos questions. Patrice Joly, peut-être ? Pardon. Je peux ajouter quelque chose, juste, s'il vous plaît, 2 secondes. Je voulais juste revenir sur la question des ANA, les accouchements à domicile, etc. Il faut aussi remarquer que dans le même temps, les sages-femmes sont diabolisées quand elles proposent d'accompagner les femmes. Ah si, elles sont pénalisées. Ça, pour le coup, Anna, tu peux le... Enfin, c'est compliqué pour une sage-femme aujourd'hui d'accompagner une femme à accoucher. Parce qu'en fait, un accouchement, quand il est bien suivi par une sage-femme et qu'il y a des gens à domicile, bon, là, on peut ne pas être d'accord. Mais en fait, il y a à la fois une défiance du corps médical, des maternités qui ferment, des effectifs qui sont pas bons. Et les femmes, du coup, veulent de plus en plus accoucher toutes seules chez elles. Ça va arriver de plus en plus, ça. Et en même temps, on n'offre pas aux sages-femmes la possibilité de les accompagner. Donc c'est complètement lunaire, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si on bloquait toutes les portes possible pour que ça se passe bien. Enfin... On va laisser notre collègue poser sa question. Ça va peut-être. Je fais juste une chose que j'avais remarquée dans l'actualité. Je ne sais pas si ça va être reconduit, mais dans la région de Clermont-Ferrand, il y a une maternité mobile qui existe, qui est une solution, toutefois peut-être plus intéressante. Où ils appellent ça centre périnatal. On ne peut pas y accoucher, bien sûr, mais c'est-à-dire ils appelaient ça comme ça, dans le sens où voilà, ça permet au moins d'avoir un suivi. Mais je trouvais ça intéressant, par exemple, comme type de solution. Peut-être parce que pour s'intégrer à la vie quotidienne des gens, on ne coupe pas les gens pour aller accoucher. Effectivement, ça fait tellement partie de la vie, c'est tellement un non-sens. Voilà. Donc c'est... Mais moi, j'ai une question. Comment vous expliquez, parce que vous avez rencontré... Pardon. D'autant que les solutions comme ça mobiles, c'est intéressant. On peut aussi distribuer les repas, fournir le pain. Enfin bon, c'est le département que j'ai présidé a mis en place un camion d'alimentation générale culturelle. C'est pour faire effectivement de l'animation artistique sur le territoire. En tout cas, je partage le point de vue de mes collègues. Merci en tout cas pour vos propos. C'est très rafraîchissant et ça nous donne une respiration par rapport aux auditions précédentes où on avait des gens qui ne s'interrogeaient pas, mais qui nous donnaient des réponses. En revanche, on a eu beaucoup de réponses, c'est-à-dire qu'elles convergeaient toutes, parce qu'on avait affaire à des experts, techniciens, médicaux. Là, vous rajoutez de l'humanité et l'aspect mental, effectivement, c'est quand même ce qui fait notre humanité aussi. Merci, en tout cas, de vos propos. Pour vous dire d'où je parle, je suis sénateur d'un département qui est la Nièvre. Je vis dans une commune dont j'ai été le maire, qui est au centre de la Bourgogne, et les femmes et les familles, de manière plus générale, sont à peu près aujourd'hui, avec la fermeture de la maternité d'Autun, au minimum par beau temps, à 1h15 de route de la maternité. Et si d'aventure on fermait ces maternités qui ont qui sont à 1h15, moins de 1000 accouchements, on serait à 1h03 dans la meilleure condition, 2h, 2h15 dans les pires. Donc vous voyez un peu la situation dans laquelle on est, et j'entends très bien ce que dit Madame Roy notamment. Et on voit aussi qu'on a derrière ça une question d'égalité phénoménale dans ce domaine-là comme dans d'autres, mais à la fois sur le plan de la connaissance, culturellement. Enfin, on ne peut pas dire que les personnes ont le même choix parce qu'elles n'ont pas les mêmes connaissances, le même niveau d'information sur ces sujets-là, et puis une inégalité territoriale là aussi qui est évidente. Moi, je voudrais savoir ce que vous dites, éventuellement, vous l'avez déjà dit, éventuellement repréciser ce que vous diriez à des familles de ma commune par rapport aux perspectives d'avoir des enfants. Deuxième élément, j'aimerais savoir votre avis sur la maison des 1000 jours. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne formulation, mais qui est un vrai sujet aussi, qui paraît très important, et vous l'avez évoqué, c'est-à-dire avoir votre point de vue. On n'a pas nommé ça très précisément, et je souhaiterais avoir votre avis sur ce sujet-là, sachant que là aussi, Maison des 1000 jours, je vois la difficulté qu'il y a sur des territoires comme le mien pour la mettre en place, notamment en alternative ou en compensation à la fermeture de la maternité d'Autun, et pour lesquels il y a une perspective aujourd'hui qui se développe, qui est envisagée, qui est en train d'être mise en œuvre. C'est effectivement cet hôtel des naissances. En fait, je suis pas sûre de savoir de quoi vous parlez, à vrai dire, parce que du coup, la maison des 1000 jours, moi j'ai entendu parler du dispositif des 1000 jours, je crois que vous avez reçu...
pas trouvé le bon nom, parce que D'accord, les ok. maisons de naissance, c'est le dispositif qui conduit à prendre en charge effectivement pendant la grossesse et pendant les 2 ans qui suivent pour accompagner les enfants, les femmes et les familles. Bah, alors, ça n'est pas que ça, c'est Pas aussi du un tout, suivi. c'est un dispositif mis en place par le ministère, voilà, et qui est en train d'essayer de se mettre en place. Enfin, je vois sur mon département, par exemple, voilà, c'est une des solutions. Enfin, en tout cas, c'était même pas une solution parce que normalement, ça vaut sur tous les territoires. C'est pas une compensation. Normalement, l'idée, c'est comment on prend en charge. Et c'est à la suite d'une mission qui avait été portée par Boris Cyrulnik, justement, sur cette prise en charge des enfants et des familles, des femmes en particulier. Alors, moi La j'ai juste présidente vu que... va reprendre un peu la main, là, parce qu'elle a besoin d'intervenir. Je voulais juste répondre à mon collègue parce qu'il y a 8 ou 15 jours, Véronique, on a abordé ce sujet-là justement des 1000 jours, de tout ce qui était en train de se monter sous ce pseudo-label 1000 jours. Et on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se développer, que ce soit des associations, que ce soit des professionnels, que ce soit qui commencent à mettre en place des antennes. Et on se rend compte que dans ces antennes, on fait plein de choses différentes. Et nous, on a posé la question justement de savoir est-ce qu'il ne serait pas temps, maintenant que ce travail sur les 1000 jours a été fait, qu'effectivement on commence à en voir la déclinaison territoriale de différentes façons. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin et faire un cahier des charges ou un label pour qu'on puisse justement savoir ce qui se passe et ce qui se fait avec ce nom 1000 jours. Et on se rend compte qu'effectivement, c'est le début. On voit de plus en plus d'idées émerger, mais des idées qui sont sûrement bonnes, hein, mais où on ne fait pas forcément la même chose sur tous les territoires. Et finalement, on englobe plein de choses sans savoir vraiment... voilà. Alors nous, on avait posé la question de savoir s'il ne fallait pas penser, entre guillemets, à un label ou à un cahier des charges, parce qu'on y met aussi bien du bien-être que de la parentalité, que du... Enfin, il y a tellement de sujets différents que ça part pas dans tous les sens. Mais voilà, il faudrait peut-être quand même un peu cadrer les choses. Donc on s'était fait cette réflexion. Après, je ne sais pas comment ça se passe dans ton département. Une réflexion qui est en train d'être mise en place. Mais parce que vous l'avez évoqué d'une certaine manière, à la prise en charge pendant la grossesse, la prise en charge après l'accouchement, ça fait partie des choses, effectivement, comment on accompagne, en fait, pendant ces 1000 jours, les enfants et les familles. Et donc, ce qui, normalement, est une démarche ou un programme qui a été initié par le ministère de la Santé, comme tu viens de le rappeler, ma collègue. Mais alors moi, ce que j'ai compris, c'est que le dispositif avait été menacé. Il y a eu une pétition de l'association Maman Blues, que vous avez vu d'ailleurs, je crois, Élise de l'association Maman Blues, voilà, qui s'insurgeait contre la menace du dispositif parce qu'elle jugeait que les conclusions étaient bonnes et qu'il fallait au contraire le généraliser. Moi, je suis assez sur sa ligne. J'estime effectivement qu'il faut un suivi de qualité dans ces 1000 premiers jours. Et voilà, après, j'entends que vous êtes dans des questions de label. Là, je suis un peu perdue sur ce que ça veut dire concrètement. Voilà. Que ça soit organisé et qu'on sache vraiment ce qui se passe. Oui, non, mais ça, moi, je pense qu'il faut absolument réglementer et à l'échelle nationale ce qu'il y a dans ces maisons des 1000 jours. C'est un bon projet, mais attention aux effets d'annonce. Les gens, quand même, sur le terrain, ont l'impression que c'est blablabla et blablabla. Et je leur donne pas totalement tort. C'est-à-dire que maison 1000 jours, ça veut tout et rien dire. Et autre chose, une maison 1000 jours ne remplacera jamais une maternité qui prend en charge les femmes à tout le moment de leur existence, que ce soit pendant leurs IVG, pendant leur grossesse, pendant leur fausse couche, et j'en passe et des meilleurs. Donc penser que ça, c'est une structure qui peut remplacer, c'est faux. Et en plus, attention à ces maisons 1000 jours. Qu'est-ce qu'on y met dedans? Est-ce qu'on fait de la com ou est-ce qu'on fait de la santé sur le terrain? Voilà. Donc bien sûr qu'il faut faire un cahier des charges à l'échelle nationale, qu'il faut travailler sérieusement avec des experts. Et là, j'insiste,
Il faut des collectifs d'experts, où il y a des associations de patients. Il faut aussi des gens, là j'insiste, je ne suis pas corporatiste du tout pour un sou, mais les sages-femmes, elles voient tout le monde. Les psychiatres, ils voient les gens qui vont chez le psychiatre. Et j'adore les psychiatres, je travaille beaucoup avec eux, mais ils ne voient que les gens qui vont chez le psychiatre. Une sage-femme, ça voit tout le monde. Il faut mettre des sages-femmes dans ces trucs d'expertise, parce qu'elles savent quels sont les besoins des femmes, et des mères, etc., et des femmes tout au long de leur vie. Ça, je trouve ça vraiment important. Mais bien sûr, il faut labelliser, oui, c'est évident. Enfin, je veux dire, ça paraît évident. Et sinon, de toute façon, ça va être le développement du tout et n'importe quoi. Vous allez avoir du yoga de je sais pas quoi. J'ai rien contre le yoga, j'adore le yoga. Mais ça va être le yoga avec l'atelier je sais pas quoi et du n'importe quoi. Mais le problème, c'est qu'il faut de l'argent pour faire ça. Bien sûr que non. Non. Et puis, juste bien pour... sûr que non. Vous avez dit qu'est-ce que je dois dire aux femmes de la Nièvre qui devront faire par beau temps 1h10 ou par mauvais temps par beau temps 1h15 et par mauvais temps jusqu'à 1h15. Il faut leur dire de faire des enfants, mais de se battre pour garder leur maternité. Il nous reste 10 minutes. Il nous reste 10 minutes, donc peut-être que ça serait bien que chacune, vous nous fassiez vos propositions pour que nous, sur le plan législatif, on puisse aller de l'avant. Des moyens. Et certes, on est persuadé que les moyens financiers et humains. Donc, Véronique Guillotin va rajouter quelque chose. Et puis, on va vous laisser chacune, peut-être, Madame Varier, conclure, vous, en nous disant ce que vous espérez justement pour la réception de vos podcasts auprès du public, des femmes, et comment est-ce qu'on peut améliorer leur écoute et la réception de ces sujets qui sont passionnants. Moi, je voudrais quand même juste peut-être, après je vous laisse la parole, juste peut-être sur la question de moyens. Oui, il y a des secteurs probablement qu'il faut réorienter des moyens. Mais je crois qu'il y a quand même un constat sur le fait que la France met des moyens, en fait, dans la santé. Voilà. C'est pas des moyens, c'est-à-dire que des moyens sont mis puisqu'on a un pourcentage de PIB qui est mis, qui est pas du tout en dessous de ce que font la majorité des pays de l'OCDE, sauf que, effectivement, comment sont orientés ces moyens, où est redistribuer l'argent, comment il faut le refaire et comment on doit s'organiser. Je crois qu'il n'y a pas qu'une question de somme et de moyens, parce qu'autrement, on serait quand même dans les meilleurs pays européens. Donc je crois qu'il y a aussi un versant financier ou de réorientation. L'argent n'est peut-être pas bien mis au bon endroit. Et puis il y a peut-être aussi une question de vocation et puis d'organisation. Et voilà. Juste par rapport à cette question des 1000 jours, mais ça rejoint ce que vous vouliez un peu comme type de conclusion. Moi, il me semble qu'il existe déjà beaucoup de choses. Il y a un manque de moyens énorme dans les maternités. Il ne faut pas que les maternités ferment, bon, ça on l'a dit, mais il existe des PMI, il existe des maisons des femmes dans certaines communes, il y a des associations, il y a ces maisons des 1000 jours. Bon, moi, je ne suis pas très au fait, mais voilà, un dispositif des 1000 jours, voilà. Il y a plein de dispositifs qui existent, mais on a la sensation, en tout cas moi en tant que journaliste et en tant que mère, que les gens ne travaillent pas ensemble, les moyens ne sont pas mis ensemble, et je crois que c'est surtout ça qu'il faut améliorer, peut-être. C'est vraiment être main dans la main, voir un maillage vraiment région par région, et peut-être que dans les régions, il y aura peut-être des solutions différentes dans chaque région aussi, en fonction des dispositifs qui sont là, des structures qui sont là ou non. Il n'y a peut-être pas une solution la même pour tous. Ça me semble assez illusoire de penser à une solution uniforme sur un territoire qui est aussi varié. Voilà. Allez-y chacune pour nous donner votre façon d'améliorer les choses, de voir. Elles se sont améliorées, vous l'avez dit, en une dizaine d'années, il y a eu des changements, mais chacune, donnez-nous en quelques mots vos pistes pour qu'on puisse aider la société dans ce Ok, donc si le sujet c'est vraiment l'information à un niveau sanitaire, moi ce que je pense c'est que bon, il y a la question des moyens effectivement qui soient mieux dirigés. C'est essentiel qu'il y ait une sage-femme par femme. Ça c'est plutôt de comment on agit, mais il faudrait vraiment que ça existe. Et sur l'information en particulier, moi je pense qu'il pourrait y avoir une information qui soit redirigée dans les maternités, dans le suivi. Par exemple, qu'il n'y a aucun problème à ce qu'on s'informe sur Instagram, sur TikTok, mais que des experts disent voilà les comptes que nous on valide en termes d'information, où vous n'allez pas avoir des choses qui sont craignos en termes d'information.
Faire des partenariats avec ses comptes. J'ai vu qu'Anna l'avait fait déjà avec le service, le ministère de la Santé, et c'est super, où il y a une alliance, voilà, qui est faite. Des psys pour tout le monde, c'est une information aussi. C'est hyper important que pour moi, toutes les femmes, et je sais que c'est censé être le cas, mais toutes les femmes devraient passer par la case psy à un moment, pendant la grossesse. Ou après, si les sages-femmes peuvent faire voilà, ma sage-femme à la maison de naissance, elle faisait ce décryptage de là, comment tu te sens, qu'est-ce que ça t'évoque ça, enfin voilà. Donc ça serait super important. Les formations pour les parents, il me semble que c'est hyper important qu'on apprenne aux parents ce que ça veut dire un bébé, qu'on leur explique que ça dort pas la nuit, que parfois on peut pas le poser, que parfois on n'arrive pas à manger, qu'on explique ça à tout le monde. Tout le monde devrait comprendre ça pour aider les jeunes parents. Et puis moi, je crois vraiment au groupe WhatsApp. C'est ce à quoi j'ai eu accès avec ma formation par l'hypnose. En fait, on était 7 ou 8 femmes qui ont accouché en même temps, et on a encore un groupe WhatsApp, mon enfant a 19 mois, où on va se demander, et là, tu es au courant de cette information, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Et en fait, on s'entraide, on se tient la main. Et je les connais pas, ces femmes, on n'a rien à voir, on vient de milieux qui n'ont rien à voir. Je pense qu'elles ont des pratiques culturelles et un capital culturel qui n'a rien à voir avec le mien, mais pourtant, c'est mon village. Et ça pourrait être mis en place dès la maternité. Et je trouve ça dommage que moi, j'y ai eu accès en payant 175 € pour cette formation par l'hypnose. Malheureusement, moi j'ai trop de choses à dire. Enfin, on pourrait m'interroger pendant 3 jours sans discontinuer. Des mesures pour la refonte de la périnatalité, j'en ai des centaines et des centaines. Mais quand même, effectivement, cette question des moyens qui est important, de mettre les moyens aux bons endroits. Et par exemple, moi je prends la PMI, c'est une structure merveilleuse, mais les PMI, par exemple, le week-end, c'est fermé. Les praticiens libéraux seraient trop contents de pouvoir avoir accès à ces locaux chauffés, qui sont déjà chauffés, etc. Et vous avez des blocages administratifs à la noix. Mais des trucs comme ça, il y en a plein. Donc effectivement, manque de moyens et surtout distribution des moyens. Mais quand même, moi je suis partie de la salle d'accouchement parce qu'il n'y avait pas assez de moyens. La salle d'accouchement, c'est le seul endroit du monde sur cette terre où je me sens parfaitement chez moi. Vraiment. Et j'en suis partie faute de moyens, alors que vous pourrez demander à mes anciens collègues, j'étais vraiment la sage-femme de salle d'accouchement avec une compétence qui était la mienne, mais qui était, je crois, réelle. Et j'en suis partie parce que je maltraitais les gens, quoi. Et donc ça, quand même, il faut entendre une sage-femme par femme, évidemment, qui n'est pas réaliste. Alors, disons, une sage-femme pour 2 femmes. Mais c'est urgent pour la santé des mères, la santé des nouveau-nés et la santé de leur famille. Vraiment urgent. Et oui, parce qu'on part tous. En fait, si on déserte, c'est pas parce qu'on est méchant. Parce que moi, en fait, mais autrefois, il y a 30 ans, on était payé encore plus mal, mais on restait parce que c'était merveilleux ce qu'on faisait. Moi, je peux être payé des cacahuètes si c'est beau. Je vous remercie, vous lire. Non, bah oui, je veux juste rajouter une chose, parce que je pense que Anna vient de dire un mot très important, c'est la maltraitance. Et j'ai interviewé des sages-femmes qui toutes m'ont parlé de la maltraitance, de leur maltraitance et de la maltraitance de l'institution. Et ça, je pense que là, il y a vraiment un gros travail à faire. Un autre, pourquoi il n'y a pas de sage-femme? Pourquoi on ne forme plus de sage-femmes? Encore une fois, à Port-Royal, Cochin, il n'y a pas assez de sage-femmes. Il n'y en a pas assez dans le service. Pourquoi? Est-ce qu'on vous a répondu à cette question-là? Pourquoi ils n'arrivent pas à trouver de sage-femme? Et par ailleurs, pour donner une note positive, j'ai interviewé une sage-femme qui me disait qu'en Espagne, on fait des formations pour les grands-parents. Comment être des grands-parents? Comment être à côté des femmes qui accouchent au bon endroit? Ne pas devenir la mère de substitution de ce bébé? Comment s'occuper de cette femme qui vient d'accoucher? Et ça, je pense que ça, c'est une bonne idée, la formation pour les grands-parents, non? Ouais, c'est super. C'est super ce qu'ils font en Espagne. Je pense que ça, c'est une piste. C'est une super idée, et je voudrais juste te dire qu'en fait, il y a plein de pays où c'est la norme. Moi, ma mère est d'origine sénégalaise, et quand même, en fait, là, on est en train de redire des évidences. C'est-à-dire qu'un village autour d'un enfant, dans plein de pays, c'est la normalité, quoi. En fait, il faut qu'on retrouve des choses qui sont plus naturelles, ouais. Il peut y avoir des choses très simples. Là, moi, je rentre de Suède où j'ai rencontré une mère il y a 20 ans qui dit « Mais moi, c'est très simple. J'ai rencontré la puéricultrice une fois après l'accouchement. Elle m'a mise en rapport avec toutes les femmes qui ont accouché en même temps que moi. Et on est restés amis. C'est des moyens, c'est des choses assez simples et qui changent la vie de bien des mères. Donc, voilà, si mes collègues ont quelque chose à rajouter, sinon on va conclure cette audition. Puis on est preneur de toutes vos contributions écrites. Si vous voulez prolonger cet entretien par des suggestions ou des choses qui pourraient enrichir le rapport, on les reçoit, n'est-ce pas, Madame la Présidente, avec plaisir. Tout à fait. Bon, moi, je
je vous réécouterai pour avoir l'ensemble des éléments que vous avez échangés. Mais bon, je te laisse conclure puisque tu as commencé. Je ne vais pas te prendre la place. Écoutez, je vais informer mes collègues que vous êtes les bienvenus si vous souhaitez participer à l'audition suivante de notre rapporteur, du docteur François Braun, qui a été ministre de la Santé et de la Prévention, dans cette même salle, dans 1 minute. Et notre mission se réunira demain à 13h30 pour une audition de plusieurs agences régionales de santé. Merci. Mesdames, je vous remercie. Merci pour votre présence et votre très participation. intéressant. Merci à vous.